Vous écoutez une formation du PRCF. Dans le cycle 1 sur le marxisme-léninisme et la question nationale, patriotisme et internationalisme par Fadi Kassem. Alors, le plan que je vous propose en trois temps, en trois grandes parties, consiste d'abord à vous proposer des éléments pour une approche marxiste-léniniste de la question patriotique, en lien avec l'internationalisme, naturellement, mais déjà partir de ceci, de ces éléments. Ensuite, de voir qu'il existe un lien, une interdépendance même historique presque, entre le patriotisme et l'internationalisme. Ça ne veut pas dire au demeurant que cette interdépendance ait eu la même intensité, ni le même aspect positif ou négatif dans le temps, mais que on verra que l'on remontera même à l'avant-Révolution française, bien avant même la Révolution française à ce sujet. Et puis enfin, pour terminer sur un plan purement politique, on verra que la question nationale, dans le sens donc du patriotisme, fait face à un triple piège mortifère sur le plan politique. Je signale que parmi les sources utilisées pour la conférence de ce soir, outre des classiques, si j'ose dire, du marxisme-léninisme et pas seulement, je ferai également appel à quelques écrits plus récents et encore une fois à l'actualité, cela va de soi, puisque je viens de le dire à l'instant. Voilà, donc j'espère que comme ça, le plan vous sera un peu plus clair. Pour chaque partie, et la première en l'occurrence, élément pour une approche marxiste-léniniste de la question patriotique, on aura la démonstration se fera à chaque fois en trois temps. En trois temps. Et je remercie Pauline donc de mettre les trois temps de la première grande partie, élément pour une approche marxiste-léniniste de la question patriotique. Ces trois temps donc sont les suivants. D'abord, le patriotisme, une réalité objective, vivante et matérielle. Ensuite, on va voir le lien entre lutte des classes, patriotisme et internationalisme, parce qu'en fait, c'est ça, hein, j'ai envie de dire, le fil rouge tricolore. Et enfin, ce que l'on peut qualifier comme les objectifs marxistes-léninistes du combat patriotique. Pour commencer, ce patriotisme en tant que réalité objective, vivante et matérielle, on va aborder ça à travers trois idées. Elles s'enchaîneront de manière parfois assez croisée, mais je vais distinguer au maximum les différents éléments. Premièrement, on peut dire que nous avons des éléments objectifs de stabilité quand on définit ce qu'est le patriotisme. Alors, à ce sujet, moi, je vous renvoie, pour commencer, à l'ouvrage qu'avait rédigé Staline en 1913, le marxisme et la question nationale. Parce que justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il établit une définition, je ne sais pas si on peut considérer qu'elle est parfaitement complète, mais en tout cas qui permet d'avoir une approche la plus exhaustive possible de ce qu'est une nation, pour commencer. Et il dit la chose suivante. Donc, son ouvrage, Le marxisme et la question nationale, date de 1913. Et il dit au début de l'ouvrage, hein, c'est la 4e page à peu près, la nation est une communauté stable, historiquement constituée de langues, de territoires, de vie économique et de formation psychique, qui se traduit dans la communauté de culture. Et il ajoute un tout petit peu plus loin, et c'est ça qui est important, il est nécessaire de souligner qu'aucun des indices mentionnés, pris isolément, ne suffit à définir la nation. Bien plus, l'absence même d'un seul de ces indices suffit pour que la nation cesse d'être nation. Donc, vous voyez que d'ores et déjà, on a une définition qui est à la fois un petit peu complexe parce qu'on trouve un certain nombre d'éléments comme la langue. Justement, il y aura toute une formation sur la langue dont je ne vais pas revenir dessus. Le territoire, la vie économique, la formation psychique, l'idée d'une communauté stable, historiquement constituée, et l'idée d'une communauté de culture. Vous voyez que c'est extrêmement riche. C'est extrêmement riche. Une fois qu'on a dit ça, par rapport à cette définition, ça ne signifie pas que vous ayez, c'est le deuxième point important, que vous ayez une notion figée. Au contraire, la nation n'est pas une notion figée. Et d'ailleurs, toujours Staline indique bien que la nation, comme tout phénomène historique, est soumise aux lois de l'évolution. Elle a son histoire, un commencement et une fin. Alors, qu'est-ce qui est au commencement d'une nation ? Écoutez, ça dépend. Ça peut être effectivement une communauté
Alors, une communauté, et Staline précise une chose à propos de la nation, il rappelle que la nation n'est pas une communauté de race ni de tribus. Ça, c'est important. Mais c'est une communauté d'hommes, au pluriel, historiquement constituée. Constituée au féminin, puisque c'est la communauté. Donc, comme c'est une communauté d'hommes historiquement constituée, si elle s'est constituée, c'est que bien sûr, elle a évolué dans le temps. Le cas, on s'appuiera surtout sur la nation française, naturellement. Et à sujet de la France, j'insisterai un petit peu après dessus. Je le dis d'avance, ne partons pas que de la Révolution française pour la construction de la nation française. Il faut remonter au Moyen-Âge. On verra que les rois, de ce point de vue, pas seulement les rois, mais notamment les rois, ont joué un rôle non négligeable dans la construction de la nation France. Pour le meilleur et pour le pire aussi, parfois, on le verra. Mais en tout cas, partons déjà du principe que la nation n'est pas une notion figée, certainement pas. C'est une notion évolutive qui évolue dans le temps, écoutez, selon déjà les circonstances extérieures, incontestablement. Et puis, on le verra, qui évolue en fonction de mouvements contradictoires perpétuels. Et vous vous doutez bien que l'un de ces mouvements contradictoires, c'est bien sûr l'antagonisme de classe dont je vais parler ensuite, très clairement. Enfin, et c'est très important de le dire d'entrée, on peut dire que la nation, alors, est-ce que ça se confond avec la souveraineté et le peuple? Peut-être pas à la base, peut-être pas au commencement, comme disait là à l'instant Staline, comme le dit Staline dans son ouvrage, mais en tout cas que nation, souveraineté et peuple ont tendance à se confondre historiquement, et désormais encore plus aujourd'hui. Je m'explique. Lorsque la nation se constitue, on l'a dit, elle se constitue notamment sous l'impulsion notamment des rois. Un seul exemple, Georges le rappellera, puisque c'est Georges Gastaut qui assurera la formation sur les langues, mais le français est devenu langue nationale avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. C'est donc François Ier qui, à travers l'édit de Villers-Cotterêts, fait du français la langue nationale unique. La langue administrative, quand je dis nationale, c'est la langue nationale administrative. Et c'est sous la Révolution française, d'ailleurs, que l'abbé Grégoire, en 1794, veut faire vraiment du français l'idiome de la liberté, au passage. On va le voir. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, la nation est perçue comme l'élément de souveraineté, ce qui garantit la capacité à maîtriser son destin, à pouvoir prendre les décisions de manière libre, sans influence extérieure. Cette souveraineté qui, au départ, était entre les mains en fait, des monarques absolus, glisse lentement vers la nation, mais la nation qui n'est plus celle qu'a construite en fait le roi, qu'ont construite les rois, c'est la nation confondue avec le peuple. Et d'ailleurs, je vous renvoie à une chose importante, c'est que c'est pendant la Révolution française vraiment qu'on voit progressivement ces notions de nation, de souveraineté, de peuple se confondre. Si vous prenez l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 3 du 26 août 1789, l'article 3 dit la chose suivante. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Alors, une fois qu'on a dit ça, à ce moment-là, il n'y a pas encore de rupture entre le roi et le peuple. Mais on voit déjà que le terme de nation, on n'a pas mis réside essentiellement dans le roi, c'est réside essentiellement dans la nation. Et il y a un changement qui apparaît en 1793, parce qu'on oublie toujours qu'il y a une autre déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle de 1793 en l'occurrence, qui là affirme clairement le principe de souveraineté populaire. C'est-à-dire que la souveraineté a basculé. La nation, désormais, va se confondre avec le peuple. D'ailleurs, on utilise le terme de peuple et pas de nation dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, en expliquant que, dorénavant, la capacité de maîtriser le destin, de décider, de faire les lois, revient au peuple et plus au roi. De toute façon, il avait déjà perdu, Louis XVI, ce pouvoir-là, avec le début de la révolution bourgeoise, en tout cas initiée par la bourgeoisie à la base. Alors c'est important d'avoir ça en tête parce que si vous voulez, en fait, dans la tête des révolutionnaires de 1793, je dis bien de 1793, et notamment de Robespierre, puisque c'est l'un des principaux contributeurs de cette fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen, peuple et nation ne font qu'un, se confondent progressivement. Et ce qui va animer, si vous voulez, le pouvoir, la puissance de ce peuple, qui finalement existe au niveau d'une nation, c'est la souveraineté.
Ce sont des concepts qui sont définis notamment par Jean-Jacques Rousseau. Pas seulement par Jean-Jacques Rousseau, mais notamment par Jean-Jacques Rousseau. Je dis ça parce que Robespierre est un grand admirateur de Rousseau, un grand lecteur du contrat social. Et donc, si vous voulez, les DDHC successives vont aller dans une orientation rousseauiste de la nation, de la souveraineté, du peuple. Et j'insiste d'autant plus dessus que Marx, Engels étudient la Révolution française, que Jean Jaurès étudie la Révolution française, que Lénine, que Staline ont étudié la Révolution française, et notamment par rapport à cette question de la nation, du lien entre nation, souveraineté et peuple. Donc, vous avez pour le patriotisme qui est une réalité objective, vivante et matérielle, ancrée dans la réalité des hommes, la réalité d'un territoire, la réalité d'une langue, d'une culture. On parlait de la langue française, on pourrait bien sûr parler d'autres langues naturellement, même si je parlerai certainement plus spécifiquement de la France. Et une fois qu'on a dit ça, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber d'office, et d'autant plus en ce moment avec tout ce que l'on entend, c'est l'idée selon laquelle, à partir de là, la nation serait complètement figée, y compris dans l'histoire, et surtout comme une communauté parfaitement unie. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est le deuxième point de la démonstration de cette première grande partie, c'est que, par définition, la question nationale, elle est liée à la question de la lutte des classes. Il y a un lien indéfectible entre la lutte des classes, le patriotisme, et on va le voir avec l'internationalisme également. Jusqu'à présent, je suis surtout resté sur la question du patriotisme, mais en introduisant le facteur lutte des classes, on peut faire encore plus le lien entre patriotisme et internationalisme. Alors comment? Là aussi, 3 points à souligner dans ce rapport entre lutte des classes, patriotisme et internationalisme. Et d'ailleurs, les 3 points sont, si j'ose dire, on peut les retrouver par échelle géographique. D'abord, la lutte des classes se retrouve au sein de l'affirmation nationale. Alors, qu'est-ce que j'entends par affirmation nationale? En fait, cela signifie que l'affirmation nationale, évidemment, c'est le combat historique pour la souveraineté nationale, donc pour l'affirmation de la nation indépendante, etc. Et déjà, dans cette affirmation nationale, vous avez des antagonismes de classe. Là encore, si on remonte même au Moyen-Âge, on peut carrément aller au Moyen-Âge, il ne faut pas oublier que, et on va en reparler après, que les bourgeois, qui habitent dans les bourgs, les faubourgs même, cherchent à affirmer un pouvoir par rapport à l'aristocratie seigneuriale de tout ce qui est terre féodale, etc. au Moyen-Âge, dans les campagnes, aussi par rapport à l'Église. Et donc, on retrouve ici la bourgeoisie, au sens plus habitant des bourgs, mais avec déjà des classes aisées, on va dire dominantes, qui cherchent à affirmer un caractère national. Et en même temps, elle s'appuie sur quoi? Sur le petit peuple des bourgs. Les petits artisans, les petits commerçants, les classes populaires, en fait, des bourgs. Et je dis ça pourquoi? Parce que n'oublions pas que déjà, au sein des bourgs, par exemple, vous avez des contradictions qui existent entre classe dominante, plutôt aisée, et classe populaire. Et par ailleurs, si on revient, exemple beaucoup plus spectaculaire, sur la Révolution française, en 1789, qu'est-ce que c'est? On parle du tiers-État. Vous avez la bourgeoisie qui va affirmer le caractère national de sa révolution, mais aussi de cette révolution, mais aussi les sans-culottes, notamment les sans-culottes. Et là, vous avez l'antagonisme de classe qui va se développer progressivement entre les classes dominantes bourgeoises, qui seront d'ailleurs plutôt, on va dire, je simplifie, c'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin, globalement, une bonne partie d'entre elles épouseront la cause girondine. Et puis, vous avez, à l'inverse, les sans-culottes, qui vont justement recevoir plutôt le soutien des montagnards, des jacobins, de Robespierre, entre autres, mais pas seulement. Et là aussi, dans l'affirmation nationale, pendant que la nation France s'affirme, vous avez une lutte des classes au cœur même de cette affirmation nationale. Ça, c'est le premier point, la première échelle. La deuxième échelle, c'est que la lutte des classes a lieu évidemment au sein de la nation constituée. Alors là, je n'ai pas trop besoin de détailler, je pense. Vous le comprenez parfaitement. Il suffit de rappeler que nous-mêmes, nous la menons au sein de n'importe quelle nation constituée, c'est-à-dire une fois que l'indépendance a été acquise. C'est important de le dire, peut-être, aussi pour les pays issus de la décolonisation. Ça, c'est important parce que
savez, quand on parle de la décolonisation, très souvent, on parle des mouvements de libération nationale, etc. Mais déjà, même dans ces mouvements de libération nationale, vous avez des affrontements non négligeables. Si on prend le cas même de l'Algérie, le Parti communiste algérien ne s'entendait pas forcément avec le FLN. Il pouvait avoir des tensions. Et tout comme on ne s'entendait pas avec les oulémas, ça c'est pour d'autres raisons, naturellement. Mais vous aviez donc des affrontements qui pouvaient sévir déjà dans ce mouvement de libération nationale. En Égypte, si on prend le cas de l'Égypte, un pays que je connais un petit peu, historiquement, c'est le parti Wafd, nationalisme bourgeois, qui a mené le combat pour l'indépendance de l'Égypte. Et puis, une fois l'indépendance de l'Égypte obtenue, eh bien, vous aviez, à l'époque, maintenant c'est beaucoup moins le cas, un puissant parti communiste égyptien, un grand mouvement de masse paysans qui luttait contre justement contre le parti Wafd une fois au pouvoir. Donc, la lutte des classes, elle a lieu forcément au sein de la nation constituée, et ceci est vrai, d'ailleurs, dans toutes les nations constituées, quelles qu'elles soient. Enfin, et c'est en lien, la lutte des classes se situe bien sûr à l'échelle internationale, je ne vous apprends rien en disant ceci, mais en rappelant simplement une chose, c'est que dans ce combat-là, et notamment on va en reparler lorsque éclate une révolution, eh bien là, on voit véritablement la lutte des classes se déchaîner à l'échelle internationale. Et l'exemple le plus spectaculaire, alors on n'est même plus dans la lutte, on est dans la guerre des classes à ce moment-là. N'oubliez jamais, c'est le prof d'histoire qui vous le dit, Gilda ne me démentira pas, c'est présente, mais n'oubliez jamais que lorsque la révolution bolchevique a lieu, la guerre commence immédiatement. Et puis c'est pas la guerre froide, elle est très chaude, elle est très bouillante, elle est à la fois une lutte de classe au sein de l'Empire russe constitué à ce moment-là, et puis elle s'internationalise immédiatement, parce que vous avez 14 nations, justement, qui envoient des troupes aux côtés de ce qu'on appelle les Russes blancs, anticommunistes, pour pouvoir écraser la révolution bolchevique. Alors, manque de chance, ça ne va pas marcher. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à l'éclatement de la révolution en Russie, vous avez des révolutions qui éclatent en Allemagne, à Berlin, sur les spartakistes, en Hongrie. Il y a eu la République des conseils hongroise sous l'impulsion de Bela Kun, même si ça n'a pas duré longtemps. Donc, si vous voulez, par définition, la lutte des classes qui a lieu dans chaque nation a tendance à s'internationaliser, en particulier lorsque survient un événement, principalement une révolution, mais aussi une guerre. Ce n'est pas impossible. Je rappelle d'ailleurs, les deux sont liés de fait. N'oubliez pas que dans le cas de la Révolution française, lorsque Louis XVI, ne l'oublions pas, c'est Louis XVI qui déclare la guerre à l'Autriche, avec l'appui d'ailleurs des sots girondins, si j'ose dire. Lorsqu'il déclare la guerre le 20 avril 1792, son objectif, il est très simple, c'est de perdre la guerre. C'est de perdre la guerre, faire la guerre contre les autres monarques absolus, à commencer par l'Autriche, pour justement que l'Autriche écrase la révolution. On dit la lutte des classes qui s'internationalise à partir d'une révolution, en l'occurrence ici la Révolution française. Une fois qu'on a dit ça, le troisième point qu'il faut souligner, ce sont les objectifs marxistes-léninistes du combat patriotique. Alors là, il va falloir aussi faire attention et prendre des précautions, parce que vous savez que Lénine a une formule où il parle justement du droit des peuples. Du droit des peuples. Alors, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, comme on le dit, c'est pas seulement Wilson, etc. Le fait que qu'il y a un droit au divorce même, un droit au divorce des peuples, cela existe, on va en reparler. Mais il faut être bien conscient qu'il y a toujours un objectif final lorsque l'on parle d'indépendance, de patriotisme, d'internationalisme. L'objectif final étant la construction on pourrait presque dire d'une mondialisation communiste, en tout cas d'un monde communiste sans classe. C'est l'objectif. Alors, une fois qu'on a dit ça, les objectifs marxistes-léninistes du combat patriotique sont de trois ordres. D'abord, c'est la conquête, on peut partir de la conquête de l'indépendance nationale. Là, j'essaye de faire dans l'ordre le plus logique. Pourquoi la conquête de l'indépendance nationale ? Encore une fois, parce que c'est d'abord un moyen de s'arracher des forces féodales, des forces réactionnaires, des forces absolues. Encore une fois, quand on prend la Révolution française, c'est le moment où, un des grands moments de la Révolution française qu'on oublie très souvent, que Louis XVI n'accepte pas, mais qui est obligé d'accepter, c'est le 14 juillet 1790. Je dis bien 1790. C'est-à-dire que c'est le moment où il est obligé de prêter serment
sur la Constitution. Enfin, elle n'existe pas encore, mais il assure sa fidélité à l'Assemblée constituante qui est en train de rédiger la Constitution. Il prête serment également sur les droits de l'homme. Et par là même, qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'il accepte que la souveraineté désormais nationale soit transférée au peuple. Donc là, il y a une conquête de l'indépendance nationale, on pourrait même dire la conquête de la souveraineté nationale, mais dans le sens où, et quand je parle du peuple, c'est à la fois la bourgeoisie et les sans-culottes vont arracher la souveraineté qui jusqu'alors était aux mains des monarques absolus, et c'est une première étape. C'est une première étape, et j'insiste dessus, parce que cela ne signifie pas que la révolution est terminée, loin de là. Pour la bourgeoisie, ici, il s'agit maintenant de calmer ensuite les revendications populaires des sans-culottes, mais c'est la première étape. Et d'ailleurs, Marx et Engels, notamment, pas seulement, Lénine aussi, encouragent bien sûr cette première étape, parce que c'est un premier moyen de pouvoir déjà se débarrasser, ou en tout cas de pouvoir tenir à distance des forces réactionnaires qui ne voulaient pas que la souveraineté, donc le pouvoir de décider, leur échappe, à savoir les monarques absolus. Cette première étape passée, ce qu'il faut ensuite, c'est donner un contenu de classe au patriotisme. Et c'est ça qui est important. Friedrich Engels s'est beaucoup intéressé au moment du Printemps des peuples, en 1848. Alors, je reprécise le contexte, en 1848, vous avez un ensemble de révolutions qui éclatent un petit peu partout en Europe. Et si on prend le cas de la France, mais pas seulement de la France, de l'Allemagne, parce qu'il parle beaucoup de l'Allemagne et c'est assez logique, qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Et en France, c'est pareil. Et bien, vous avez une révolution qui associe la bourgeoisie allemande aux classes populaires allemandes. Bon, tous les deux ont un objectif commun, en finir avec la monarchie absolue, en l'occurrence prussienne à l'époque, et unifier l'Allemagne. Sauf qu'il y a à un moment donné un problème. C'est qu'une question va se poser incontestablement, c'est la question de la propriété. Et voilà, on en arrive au contenu de classe, la question de la propriété. À ce sujet, j'attire votre attention sur une chose, c'est que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, la fameuse DDHC qu'on doit enseigner en classe, d'ailleurs, entre parenthèses, je vous signale que beaucoup de profs ne savent même pas qu'il y a eu une DDHC le 24 juin 1793. Bon. Mais celle de 1789 est intéressante parce que le tout dernier article rajoute un élément sur la propriété, en disant que la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. Une fois qu'on a dit ça, c'est intéressant parce que, en plus, sauf s'il y a des conditions telles qu'il y aura une juste indemnisation, je ne sais quoi, dans ce cas-là, on peut priver de la propriété. Globalement, on comprend très très vite que la révolution, en termes de conquête de souveraineté nationale, va se heurter à la question de la propriété. Et c'est ce que dit Engels quand il analyse la révolution allemande en 1848. Il dit, voilà, il y a un moment donné où, une fois que les libertés bourgeoises ont été obtenues, eh bien, progressivement, la bourgeoisie va rentrer dans le rang, va se rallier au parti de l'ordre, au parti réactionnaire, parce qu'elle craint que la révolution lui échappe, comme ça a été le cas, par exemple, en France en 1793. C'est pour ça qu'il est important de donner un contenu de classe au patriotisme. Et à ce sujet, en ce qui concerne ce contenu de classe à donner au patriotisme, il faut quand même rappeler que Marx et Engels, contrairement à ce qui est dit, n'ont jamais dit, alors là, moi j'insiste vraiment dessus, ils n'ont jamais dit que les prolétaires n'ont pas de patrie. Alors, comprenons bien ça, c'est écrit, les prolétaires n'ont pas de patrie, mais en fait, lorsque l'on regarde la suite du texte, lorsque l'on regarde bien la suite de ce qu'écrivent Marx et Engels, ils ne disent pas qu'ils n'ont pas de patrie dans l'absolu. Je vais vous lire le passage exact du manifeste qui en parle de ça. On a reproché aux communistes de vouloir abolir la patrie, la nationalité. Les ouvriers n'ont pas de patrie. Comme le prolétariat doit d'abord conquérir la domination politique, s'ériger en classe nationale, se constituer lui-même en nation, il est encore par là national, bien que nullement au sens où l'entend la bourgeoisie. Vous voyez, on retrouve l'étape de conquête du pouvoir, bon, déjà par rapport à la monarchie absolue, et puis ensuite s'ériger en classe nationale. S'ériger en classe nationale, pas pour figer la nation, mais pour mener la lutte des classes et vaincre la bourgeoisie. Et j'insiste dessus parce que vous savez, ça c'est vraiment un passage qu'il faut citer du manifeste, donc je vais vous le relire. On a reproché aux communistes de vouloir abolir la patrie, la nationalité, les ouvriers n'ont pas de patrie.
Comme le prolétariat doit d'abord conquérir la domination politique, s'ériger en classe nationale, se constituer lui-même en nation, il est encore par là national, bien que nullement au sens où l'entend la bourgeoisie. Parce que justement, la bourgeoisie cherche si vous voulez, à figer la nation. Alors qu'en réalité, eh bien, on l'a dit, la nation est une notion évolutive, si on reprend la définition de départ que je vous avais donnée de la part de Stalin. Donc, il s'agit d'assumer d'un point de vue de classe le fait national, afin de le dépasser progressivement. Et c'est là où on arrive au dernier point. L'objectif de ce contenu de classe à donner au patriotisme, c'est d'œuvrer à un internationalisme sans classe et riche des diversités nationales. Riche des diversités nationales parce qu'on ne peut pas effacer comme ça les langues nationales. Mais justement, c'est la tentative, ça Georges en parlera mieux que moi, c'est le projet du Globish, c'est d'effacer les spécificités nationales, les diversités nationales pour les unifier derrière une langue de domination purement capitaliste. Je n'ai pas besoin de trop détailler parce que d'une part, Georges le fera, et puis d'autre part, vous connaissez déjà un petit peu ces éléments. Je rappelle d'ailleurs que bientôt, je ne sais plus si c'est le week-end prochain ou le week-end suivant, vous aurez le pseudo Black Friday, le vendredi noir, qui aura lieu et qui là aussi est dans cette logique de défaisance véritablement du fait national à travers les attaques contre la langue française, mais c'est valable d'ailleurs pour d'autres langues nationales, j'insiste dessus. Ce premier grand point est terminé. On va passer au deuxième. Le deuxième temps de la démonstration, c'est l'interdépendance historique entre le patriotisme et l'internationalisme. Je ne vais pas redire des choses que nous avons déjà dites, parce que de fait, on a déjà un peu parlé d'histoire. Moi, j'aimerais simplement insister sur trois éléments. Vous allez voir que les deux premiers, d'ailleurs, sont complémentaires et se contredisent de manière dialectique. À savoir que vous avez des forces qui sont au service du patriotisme, et en même temps potentiellement hostiles et dangereuses pour ce patriotisme. Et vous allez enfin voir que nous avons un patriotisme qui se retrouve au prisme des enjeux et des questions internationalistes. Alors, quelles sont les forces au service du patriotisme pour commencer? Je précise que je ferai effet miroir. Je vais faire effet miroir. Autrement dit, les trois forces que l'on va voir là, ce seront les trois forces valables dans malheureusement le potentiellement hostile et dangereux pour la souveraineté nationale et pour le lien avec le patriotisme. Alors, les forces au service du patriotisme, historiquement, c'est d'abord à travers l'affirmation des monarchies souveraines. Vous voyez que je reprends mon terme de monarchie. Et j'insiste sur ce point, si vous voulez. Si on prend le cas de la France, encore une fois, la France se constitue surtout sous la férule des Capétiens. Lorsque Hugues Capet devient... alors, il devient d'ailleurs pas roi de France au départ, il devient roi des Francs. Puis après, il va devenir roi de France progressivement. Et c'est un roi élu. C'est un roi élu par les autres seigneurs. Et ce qui est important, c'est que le combat de ce roi des Francs, pardon. Alors, je précise que ce qui est le roi des Francs, c'est aussi le seigneur de la région Île-de-France, un petit peu. Alors, ce n'était pas l'Île-de-France comme on l'appelait, mais il est presque seigneur de Paris, pas loin de ça. Eh bien, l'objectif, c'est d'affirmer le domaine royal par rapport à qui? À l'époque, on peut dire qu'il y a trois adversaires. Premièrement, les seigneurs féodaux, les seigneurs des campagnes, qui possèdent des comtés parfois bien plus grands et bien plus puissants que le comté de Paris, en quelque sorte. Deuxièmement, chose importante, l'Église. L'Église qui, à l'époque, et peut-être même encore jusqu'à récemment, a des ambitions de théocratie pontificale, c'est-à-dire que l'Église se conçoit pas seulement ne s'est jamais seulement conçue d'ailleurs, à travers ses différents papes, comme une puissance uniquement religieuse, absolument pas, uniquement donc liée à la foi, mais également c'est une puissance clairement politique, seigneuriale, qui cherche à avoir le plus de pouvoir possible sur le terrain séculier, c'est-à-dire le terrain donc de ce qu'on appelle les laïcs à l'époque, enfin plutôt de ce qu'on appelle le pouvoir temporel, voilà, cherchez le mot, le pouvoir temporel. Et puis enfin, dernier adversaire, les empires. Et déjà à l'époque, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le royaume des Francs, devenu royaume de France, s'est construit aussi par rapport à deux adversaires historiques,
Deux adversaires historiques, là encore une fois, non pas en termes d'affrontement entre peuples, certainement pas, mais affrontement entre des rois féodaux en quelque sorte. Le roi d'Angleterre d'une part, il y a la guerre de 100 ans par rapport à ça, et puis le Saint-Empire romain germanique. Le Saint-Empire romain germanique est fondé au milieu du Xe siècle par Othon Ier, et Othon Ier va poursuivre, va vouloir réhabiliter l'Europe carolingienne, et puis continuer le rêve impérial, le classique européen, qui justement nie le principe des nations, puisque le principe de l'impérialisme, justement, c'est de les englober, mais dans une domination tyrannique, en fait, hégémonique. Et donc, les monarchies souveraines se sont affirmées par rapport à cette triple domination qui est à la fois infranationale, en dessous de la nation, les seigneurs féodaux, et puis supranationale, les forces impérialistes, impérialistes, puis les forces théocratiques, l'Église en l'occurrence. Et de ce point de vue, les rois de France ont œuvré dans cette logique d'affirmation de monarchie souveraine. De la même manière, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la bourgeoisie a aussi été un moteur de la souveraineté nationale. Et d'ailleurs, à ce sujet, je parlais des bourgs. En fait, il faut réutiliser le mot de commune. Et c'est important parce que les communes sont une des bases de la construction aussi de la France comme nation souveraine progressivement. En France, la bataille symbolique de ce que je vous dis, de cette alliance entre le roi, la bourgeoisie et même d'ailleurs le petit peuple des communes, c'est Bouvines. C'est la bataille de Bouvines en 1214. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'à ce moment-là, vous avez vraiment l'alliance presque des trois points qui apparaissent, qui sont apparus, les monarchies souveraines, la bourgeoisie, les masses, on va appeler les masses, les petits peuples urbains à l'époque plutôt, parce que les paysans, pas forcément. Eh bien, c'est intéressant parce qu'à Bouvines, c'est presque cette alliance-là, essentiellement des communes avec le roi, qui va triompher d'une alliance qui justement réunissait le roi d'Angleterre, le comte de Flandre, etc., l'empereur romain germanique, et avec le soutien de l'Église. Donc là, vous voyez vraiment l'affrontement entre un ordre féodal, féodalo-vassalique même, on appelle ça, d'un côté, et un ordre qui cherche à s'imposer, à faire primer la souveraineté nationale. Et clairement, la bourgeoisie a été un moteur de la souveraineté nationale. Alors encore une fois, pas par attachement forcément indéfectible à la nation. Au contraire, on verra que la bourgeoisie n'a jamais eu de mal à trahir la nation, en termes de souveraineté notamment. Mais il n'empêche que, en particulier au moment où s'affirme la monarchie absolue dans un premier temps, et puis la Révolution française, eh bien la bourgeoisie joue un rôle moteur dans la souveraineté nationale. Et ce que je dis pour la France est valable, je l'ai dit tout à l'heure pour d'autres pays, c'est valable pour l'Allemagne, c'est valable pour, par exemple, la Hongrie, en 1848, vous avez une révolution bourgeoise importante qui cherche à affirmer qui cherche à affirmer la souveraineté nationale. Et d'ailleurs, pour une raison très simple, n'oubliez pas une chose, c'est que la propagation des idées nationales, si ce n'est nationalistes, patriotiques, elle émane de la part d'intellectuels, de professeurs, d'étudiants, de journalistes, bref, de personnes qui manient la langue nationale notamment, et qui manient l'histoire. Ça, c'est également central, qui manie l'histoire. Souvent, vous retrouvez des historiens, il n'y a pas que les historiens naturellement, mais vous retrouvez pas mal d'historiens dans l'affirmation justement de la souveraineté nationale. Inutile de vous dire que, même encore aujourd'hui, les grands historiens, la plupart du temps, sont plutôt issus de conditions aisées. Enfin, les masses sont aussi actrices de la souveraineté. Alors là, j'ai fait exprès de dire populaire, tout ça pour dire que la souveraineté nationale va se confondre avec la souveraineté populaire. D'ailleurs, si vous réfléchissez bien, je fais exprès d'utiliser le terme de masse. Je fais référence, par exemple, à la levée en masse, qui est décrétée en septembre 1793. La levée en masse est décrétée parce qu'à ce moment-là, la France est envahie de toutes parts, la République, la première République est envahie de toutes parts. Il est inacceptable que la souveraineté nationale échappe complètement à un monarque, et en plus s'incarne désormais dans une république. Et dès lors, il y a une coalition entière venue d'Europe qui cherche à écraser cette révolution pour en finir avec la souveraineté nationale et populaire. Et c'est à ce moment-là qu'est décrétée la levée en masse par les Jacobins. La levée en masse est décrétée pour justement défendre la patrie en danger. La patrie en danger avait été d'ailleurs, c'est le cri qui avait été, si vous voulez, c'est l'appel qui avait été lancé l'année précédente, en juillet 1792, pour justifier de défendre à tout prix la France
Et d'ailleurs, à ce sujet, n'oubliez pas que lorsque la Première République se met en place, la devise de la Première République, c'est unité et indivisibilité, liberté, égalité, fraternité, ou la mort. D'ailleurs, je m'amuse toujours à dire ça aux élèves, et ça leur pour commencer mes cours d'histoire, et comme ça, ils vont vite comprendre que l'histoire est avant tout rapport de force. Vous voyez. Donc, ces trois forces-là, ces trois types de forces sont au service du patriotisme. J'ajoute, pour terminer, j'aurais dû le dire d'ailleurs plutôt avec l'affirmation des monarchies souveraines, j'ai parlé de l'Église en tant que puissance pontificale théocratique, mais dans d'autres pays, potentiellement, l'Église a pu jouer, il faut le reconnaître aussi, et même en France d'ailleurs, en fait, un rôle dans l'affirmation nationale. Quand je dis en France, ça c'était plus au Moyen-Âge, lorsqu'il y avait une conflictualité à la fin du XIVe, début du XVe siècle, entre la papauté à Avignon, notamment, et puis la papauté romaine. Vous me direz que c'était pour des raisons qui n'étaient pas forcément liées à la souveraineté nationale. Il n'empêche que, objectivement parlant, ça pouvait jouer en faveur de l'affirmation d'une église de France, de ce qu'on appelait une église gallicane par la suite. Ne pas confondre avec la nation gallicane, le groupe d'ultra-droite actuel qui s'amuse à faire à proférer des menaces de mort à l'encontre de membres de la France insoumise. Ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, on parlait de cette logique d'église gallicane. Ces forces au service du patriotisme, c'est le deuxième point, peuvent en même temps être potentiellement hostiles et dangereuses pour la souveraineté nationale et de fait pour le lien entre patriotisme et internationalisme. Pourquoi ? Si on reprend les monarques, je reprends, vous savez, effet miroir, les trois acteurs. Les monarques souverains peuvent devenir des despotes antipatriotiques. Louis XVI, il n'est que le descendant finalement des Bourbons, eux-mêmes descendants, liés aux Valois, qui eux-mêmes étaient liés aux Capétiens. Bon, bref, si vous voulez, ce qu'on appelle les légitimistes, les monarques légitimistes. Bon, Louis XVI, il devient un ennemi très clairement de la patrie. Il devient un ennemi de la patrie parce que son objectif, c'est d'écraser la Révolution française, autrement dit, d'empêcher le transfert de la souveraineté nationale vers le peuple. Donc, il devient antipatriotique par définition. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est condamné à mort. Il est accusé de trahison. Il est accusé de trahison, d'avoir fait tirer sur les patriotes, c'est comme ça qu'on les appelait. Et d'ailleurs, à ce sujet, par rapport à ce que je vous dis, il faut signaler que Robespierre s'était opposé à la guerre. Il s'était opposé à la guerre, notamment le 2 janvier 1792, parce qu'il avait parfaitement compris que faire la guerre, si la guerre éclatait, eh bien, en réalité, cela ne pouvait faire que le jeu, justement, des despotes, des rois qui n'avaient qu'une ambition, c'était d'intriguer contre la France. Et il le dit, par exemple, je vous cite un passage de ce discours de Robespierre qui date du 2 janvier 1792. « La guerre est bonne pour les officiers militaires, pour les ambitieux, pour les agioteurs qui spéculent sur ces sortes d'événements. Elle est bonne pour les ministres dont elle couvre les opérations d'un voile plus épais et presque sacré. Elle est bonne pour la cour. Elle est bonne pour le pouvoir exécutif dont elle augmente l'autorité, la popularité et l'ascendant. Elle est bonne pour la coalition des nobles, des intrigants, des modérés qui gouvernent la France. Cette faction peut placer ses héros et ses membres à la tête de l'armée. La cour peut confier les forces de l'État aux hommes qui peuvent la servir dans l'occasion, avec d'autant plus de succès qu'on leur aura travaillé une espèce de réputation de patriotisme. Vous voyez, une espèce de réputation de patriotisme. Et si vous voulez, et justement, je termine le passage en citant cette phrase qui est assez révélatrice. Or, la destruction du parti patriotique est le grand objet de tout leur complot. Dès qu'une fois ils l'ont anéanti, que reste-t-il si ce n'est la servitude ? La guerre est déclarée par ces gens pour détruire le parti patriotique. Autrement dit, les monarques souverains quand ils veulent garder leur souveraineté, ils deviennent des despotes antipatriotiques. Et ce que je dis pour Louis XVI, en réalité, a été valable, j'en ai pas encore parlé, en 1940. Ça a été valable en 1940, lorsqu'il y a eu on peut même pas parler de trahison dans le fond, parce que pour qu'il y ait trahison, il aurait déjà fallu qu'on soit attaché à la nation souveraine. Et on verra qu'en 1940, c'est ce que dit très bien Marc Bloch, en fait, les dirigeants de France n'en ont strictement rien à foutre, passez-moi l'expression, de la souveraineté nationale de la France, notamment pour se défendre face à l'Allemagne nazie. On le verra. Il n'y a pas que les monarques souverains
qui trahissent en quelque sorte, et qui deviennent des despotes antipatriotiques, il y a aussi la bourgeoisie. Je l'ai déjà dit à propos, bon, je ne vais pas trop répéter là-dessus, mais la bourgeoisie est capable de verser dans la réaction antipopulaire lorsque ses intérêts de classe sont en jeu. Et encore une fois, j'insiste, c'est exactement ce qui se passe, et c'est ce que Engels analyse parfaitement à propos de la révolution démocratique allemande en 1848. À partir du moment où il y a un risque que les revendications sociales commencent à prendre le pas sur les simples revendications de la bourgeoisie libérale. Bon, les revendications de la bourgeoisie libérale, c'est liberté de la presse, droit de vote qui d'ailleurs, hein, n'oublions jamais, le droit de vote se veut surtout censitaire en fait. Hein. Il peut être universel de temps en temps. Quand il devient universel pour les hommes, d'ailleurs seulement en 1848 en France, on s'assure malgré tout que la masse paysanne votera bien, c'est-à-dire ne votera pas pour les rouges. Hein. Tout est fait bien sûr pour qu'on ne vote pas pour les rouges. Et donc, par conséquent, une fois de plus, la bourgeoisie, elle, une fois qu'elle a obtenu la satisfaction de ces quelques intérêts, quelques libertés d'expression, d'opinion, de presse, machin, eh ben, elle se rallie au parti de l'ordre. Et elle se rallie au parti de l'ordre parce qu'elle a en souvenir, en plus, encore une fois, 1793, cet épisode qui fait peur. Elle a véritablement ça en souvenir. Donc, par conséquent, eh bien, on arrête la révolution, on l'écrase par tous les moyens, quitte d'ailleurs, et c'est ce qui se passe, il faut l'avoir en tête ça, parce que d'ailleurs, c'est très important pour la suite de l'histoire de l'Allemagne. Quand la bourgeoisie va écraser le mouvement populaire en Allemagne en 1848, en réalité, ça ouvrira la voie au retour de l'absolutisme. La Prusse, ultra-conservatrice, écrasera les revendications bourgeoises de l'unification nationale. Les bourgeois seuls ne peuvent pas unifier la nation allemande. Et il faudra attendre les guerres de 1870, notamment contre la France, pour assister à la naissance d'une Allemagne unifiée. Je rappelle d'ailleurs à ce sujet que la Révolution française s'écroule à partir du moment où Robespierre, Saint-Just, Couthon, etc. sont exécutés. Progressivement, on rentre dans une phase conservatrice, thermidorienne, comme on a appelé. Et ce qui se passe, c'est que le mouvement populaire progressivement perd justement son influence sur la Révolution. Et dorénavant, l'avenir de la nation sera confié à Napoléon. Et Napoléon, ce seront les grandes guerres, etc. Et ce sera une bourgeoisie qui d'ailleurs n'hésite pas à se débarrasser de Napoléon pour avoir la paix et pour avoir la restauration monarchique en 1815. Je dis tout ça parce que la bourgeoisie, quand elle tape sur le mouvement populaire parce qu'elle a peur de perdre la propriété, eh bien, la propriété, elle la conserve plus ou moins et elle perd souvent les libertés qu'elle avait obtenues grâce à la Révolution parce qu'il y a souvent une réaction qui intervient et une réaction antipopulaire. C'est par exemple la restauration monarchique de 1815. Enfin, il y a un dernier piège quand même qu'il faut avoir en tête, c'est le fait que les masses elles-mêmes puissent tomber dans le piège du cléricalisme réactionnaire. De dire que le peuple a fait la révolution en 1789-93, par exemple, en France, ce serait exagéré, d'abord parce qu'il n'y a pas un peuple, il y a plusieurs branches de peuple. N'oublions pas qu'une partie des classes populaires, en tout cas des masses, s'était liguée contre la République, hein, notamment le mouvement Chouan, parti de Bretagne. Et puis, de manière générale, si on réfléchit à la question nationale, Lénine, qui a publié pas mal de petits articles faciles à lire, hein. Je vous conseille par exemple les thèses sur la question nationale qui datent de 1913. C'est la même année d'ailleurs que l'ouvrage Le marxisme et la question nationale de Staline. Et puis en 1920, il publie Première ébauche des thèses sur les questions nationales et coloniales. Et voilà ce que dit Lénine à un moment à propos de ce cléricalisme réactionnaire, c'est-à-dire les forces conservatrices qui cherchent à diffuser l'opium du peuple, en quelque sorte. Voilà ce que dit Lénine dans cet article de 1920. Quant aux États et nations plus arriérés, où prédominent des rapports de caractère féodal, patriarcal ou patriarcal paysan, en gros un peu comme le Moyen-Âge en France, il faut tout particulièrement avoir présent à l'esprit la nécessité pour tous les partis communistes d'aider le mouvement de libération démocratique bourgeois de ces pays. Donc, vous voyez, hein, déjà, on va appuyer l'élément le moins réactionnaire, le plus révolutionnaire, comme vous voulez. Et au premier chef, l'obligation d'apporter l'aide la plus active incombe aux ouvriers du pays, dont la nation arriérée dépend sous le rapport colonial et financier. Donc vous voyez que d'ores et déjà, il faut prendre parti pour la bourgeoisie, mais sans illusion derrière, bien entendu. La nécessité de lutter
contre le clergé et les autres éléments réactionnaires et moyenâgeux qui ont de l'influence dans les pays arriérés. La nécessité, je termine sur les 2 points suivants, la nécessité de lutter, alors là il accorde une importance au terme suivant, vous allez voir, contre le pan-islamisme et autres courants analogues, qui tentent de conjuguer le mouvement de libération contre l'impérialisme européen et américain avec le renforcement des positions des Khan, des propriétaires fonciers, des mollahs, etc. Chose importante, là j'insiste dessus, le combat pour la libération nationale ne doit pas s'effectuer à n'importe quel prix. Et Lénine met en garde contre les éléments réactionnaires. Je parlais tout à l'heure, par exemple, des oulémas en Algérie. Ben, c'est exactement ça. C'est le fait que la libération nationale ne doit pas être happée par des éléments réactionnaires qui, en fait, ne font que appuyer et renforcer, ben là, par exemple, le mouvement des propriétaires fonciers, des mollahs, etc. Donc, moi, j'insiste vraiment sur ces éléments pour bien comprendre qu'il faut éviter ce piège, à savoir celui des masses qui tombent dans le piège du cléricalisme réactionnaire, parce qu'il est possible que le combat pour la nécessaire, légitime pour la libération nationale, dérive vers la réaction la plus dure. Enfin, le dernier point de cette deuxième partie, c'est, j'en ai déjà un petit peu parlé de fait, donc je vais aller un peu plus vite, mais il ne faut pas oublier que le patriotisme se trouve au prisme des enjeux et des questions internationalistes. J'ai mis IST entre parenthèses, parce que c'est à la fois international et internationaliste. Le patriotisme, c'est d'abord aussi une réponse aux impérialismes coloniaux ou néocoloniaux. Bon, vous n'oubliez pas, bien sûr, ce que disait Castro, Guevara, hein, la patrie ou la mort, le socialisme ou mourir, hein, nous vaincrons. Vous voyez, liberté, égalité, fraternité ou la mort. Tout ça, c'est en réaction à l'impérialisme, un impérialisme états-unien dans un premier cas, aux impérialismes venus d'Autriche notamment, ou à la monarchie prussienne dans le deuxième cas, celui de la France. Mais je rappelle là-dessus, sur ce point, que si on prend le mouvement de décolonisation, le patriotisme s'est souvent construit en réaction. Alors, la réaction, ce n'est pas forcément négative, hein. Je veux plutôt dire en réponse, c'est pour ça que j'ai mis les mots réponse dans mon titre, aux impérialistes néocoloniaux. Et le cas de l'Algérie est assez intéressant. La nation algérienne, dans le fond, elle naît avec la colonisation. Il n'y a pas d'Algérie avant la colonisation en tant que telle. Et d'ailleurs, par parenthèse, je signale qu'aujourd'hui, vous avez un important mouvement indépendantiste national de la part des Kabyles, en Kabylie, pas tous les Kabyles. Vous avez une partie des Kabyles qui réclament l'indépendance de la Kabylie par rapport à l'Algérie, en expliquant qu'eux-mêmes, ils ont été victimes de la colonisation de la part des Arabes. Je dis ça parce que la nation algérienne se constitue non seulement au moment de la colonisation, mais j'irais même encore plus loin, elle se constitue surtout à partir des années 1920-1930. Et très souvent, pas mal d'historiens estiment que le manifeste du peuple algérien de 1943 est à l'origine du patriotisme algérien. La guerre d'Algérie va véritablement accélérer la diffusion du patriotisme. Et pour cause, expropriation des terres, spoliation des Algériens musulmans sur place. Donc, par conséquent, le patriotisme est une réponse à cet impérialisme français, en tout cas un impérialisme de la part de la France bourgeoise, hein, il faut toujours insister dessus. Insistons d'ailleurs, quels que soient les impérialismes, quels que soient les colonialismes, sur le fait que ce ne sont pas les peuples qui mènent ces opérations-là, ce sont les oligarchies bourgeoises de chacun des pays concernés. Si vous demandez aux paysans français, aux ouvriers français fin du 19e siècle, mais qu'est-ce que tu penses du Sénégal, de l'Algérie, etc., il faudra déjà qu'ils sachent où ça se trouve. Ce n'est pas leur truc. On va leur apprendre dans l'école de Jules Ferry, qui d'ailleurs est partisan de la colonisation, mais dans le fond, ce n'est pas leur problème, si vous voulez. Donc, attention, toujours en partant du principe que même quand on dit l'impérialisme états-unien, en réalité, n'oublions pas que le peuple des États-Unis, pour une bonne partie, en tout cas pour une partie d'entre lui, hein, de ce qui concerne les classes populaires, bon, c'est pas forcément son truc d'aller s'amuser à faire des guerres impérialistes du côté de la Chine, de l'Irak ou que sais-je encore. Justement, guerre et paix, c'est le deuxième point important sur patriotisme, internationalisme, guerre et paix. Alors là aussi, il faut prendre les choses comme elles sont, sans qu'il y ait, si j'ose dire, de religion en la matière.
Quand Robespierre prononce son discours du 2 janvier 1792, il explique que personne n'aime les missionnaires armés. Autrement dit, les guerres offensives. C'est ça. Les guerres offensives, ce sont des guerres qui, par définition, sont anti-patriotiques et donc anti-internationalistes, parce que ce sont des guerres d'agression. Mais lorsque l'on est agressé, comme c'est le cas de la France en 1940, le patriotisme impose la guerre à ce moment-là, la défense du patriotisme. Donc vous voyez que, et pourquoi? Pour sauver la paix à long terme. Il faut avoir ça en tête, parce que si on dit forcément que lorsqu'on est internationaliste, etc., il faut la paix absolue, le pacifisme, c'est un piège. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que le pacifisme, c'est ce qui conduit à la collaboration avec les nazis en 1940. Et d'ailleurs, pas besoin de le rappeler, et puis Gilda pourrait le dire peut-être encore mieux que moi, mais il faut rappeler que les principales forces résistantes en France et les principales forces patriotiques en France entre 40 et 44, ce sont les communistes. De même que ceux qui ont résisté et qui ont combattu l'invasion japonaise en Chine, ce sont les communistes. Et c'est la même chose dans le cas du Vietnam, et c'est la même chose dans le cas de la Corée, c'est la même chose en Yougoslavie. En Yougoslavie, ce sont les communistes qui libèrent la Yougoslavie toute seule pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la même chose en Albanie, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, le problème, c'est pas guerre et paix, forcément, c'est quel type de guerre, quel type de paix, par rapport à cet enjeu entre patriotisme et internationalisme. Enfin, dernier point, mais j'en ai déjà un peu parlé. Si vous regardez le titre, il y a pas mal de parenthèses. C'est le titre Révolution, singulier pluriel, inter, parce que pas seulement national, et national, là aussi, au singulier ou au pluriel. Que veux-je dire par là? Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, en fait, si vous voulez. Lorsqu'une révolution éclate quelque part, le risque, c'est qu'il y ait l'effet de contagion. Que ce soit en 1789 en France, que ce soit, surtout 93 d'ailleurs, que ce soit en 1917 en Russie. Donc, dès lors, qu'est-ce qui se passe? C'est simple. La révolution, et puis 1848. 1848, c'est l'exemple le plus spectaculaire. Je vais partir plutôt de cet exemple. En 1848, ça pète en Italie en janvier, ça explose en France en février, et puis ça explose à Vienne en mars, en Autriche. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de révolution internationalisée en Europe à ce moment-là. Puis ça éclate en Allemagne, etc. Donc, le point de départ d'une révolution, une révolution peut avoir un effet domino. C'est ce qu'ont toujours craint d'ailleurs les États-Unis dans le cadre de la guerre froide, comme en Asie du Sud-Est, par exemple. L'effet domino. Par conséquent, là, une révolution qui est plutôt dans un premier temps nationale devient finalement, s'internationalise non seulement parce qu'elle exerce un effet domino, mais aussi parce que des forces internationalistes viennent donner un coup de main aux révolutions nationales qui ont éclaté. Et là, de ce point de vue, n'oublions pas, et Gilda pourrait aussi en reparler, puisque nous avions fait des articles et un numéro spécial d'Étincelle sur la Commune de Paris, n'oublions pas que la Commune de Paris n'est pas seulement un phénomène national, c'est un phénomène international. Parce que vous avez la présence de camarades allemands, espagnols, etc., italiens, qui vont s'investir véritablement dans cette commune de Paris. Pour finir, le dernier point important, le dernier grand moment de cette démonstration, c'est la question nationale qui est face à un triple piège mortifère. Alors là, on est plus précisément dans du politique et en lien avec l'actualité, si vous voulez. Le triple piège mortifère, je te remercie Pauline de le montrer immédiatement, ce sont les trois éléments que nous devons combattre, nous, porteurs de l'alternative rouge tricolore, tous les jours. D'abord, l'ultranationalisme. L'ultranationalisme, on va le voir, c'est un faux patriotisme qui en réalité exprime une vraie haine du genre humain, à l'encontre du genre humain. Ensuite, le supranationalisme. C'est la destruction de la souveraineté nationale et populaire. Ça, on va le voir. Et enfin, ce qu'on pourrait qualifier d'apatriotisme. Alors, bon, là, je me suis fait un peu plaisir au niveau du titre, que l'on peut qualifier de maladie infantile de l'internationalisme. Vous voyez à qui je fais donc référence politiquement parlant quand je dis ça. L'ultranationalisme, c'est un faux patriotisme. Ça, il faut vraiment insister dessus, et d'autant plus en ce moment avec les Zemmour, les Le Pen, les machins. Pourquoi c'est un faux patriotisme et une vraie haine du genre humain? D'abord parce que c'est sidérant, d'ailleurs, quand on écoute Zemmour, Le Pen, quand il parle de l'histoire de France.
eux, ils développent un nationalisme qui est vraiment essentialisé et mensonger naturellement. Je vais donner un exemple qui en plus a des implications politiques non négligeables. Éric Zemmour, récemment, alors si on peut appeler ça un débat, mais débattait, vous savez, le mot débat, il faut toujours s'en méfier, là aussi, avec Michel Onfray. Bon, Michel Onfray, comme vous savez, qui crache tout le temps au visage des Jacobins, des communistes, etc. Bon. Et on a demandé, une question est posée à Zemmour, mais est-ce que Frexit ou pas Frexit? Et Zemmour répond, pas Frexit. Bon, on pourrait se dire, mais pourquoi? Et l'une de ses premières réponses est assez sidérante. Il explique que la France, c'est pas l'Angleterre. Oui, certes, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ah ben l'Angleterre, c'est une île. Oui, et alors? Eh ben oui, ben l'Angleterre, il y a un esprit national à part. L'Angleterre, c'est l'Angleterre. Si vous voyez, l'Angleterre est essentialisée comme une île à part. Donc elle, c'est normal qu'elle sorte de l'Union européenne. Mais la France, non. À la France, non, parce qu'on a eu le choc de la défaite en 1870. On veut vraiment des alliés maintenant, les Allemands, à partir de 1870. Alors, a priori, connaissant Zemmour, il y a quand même des chances qu'il était utile de s'allier avec l'Allemagne quand on était à Vichy entre 40 et 44, parce que Zemmour réhabilite Pétain. Mais vous voyez que le nationalisme est complètement essentialisé dans ce cas de figure. Et d'ailleurs, essentialisé, c'est ce que dit Zemmour à propos de la France. La France est un pays chrétien, point barre. La France est un pays chrétien, c'est comme ça. Il n'y a aucune évolution. Tout est figé. L'histoire de France est figée. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas une culture ou une tradition chrétienne en France. Simplement, elle est complètement figée et essentialisée dans la vision de l'extrême droite. Et ça débouche justement sur le deuxième point. En fait, je viens de le dire. L'ultranationalisme, généralement, est traître à la souveraineté nationale et populaire. Véritablement traître. Permettez-moi à ce sujet de vous citer un extrait de Marc Bloch. Le grand historien Marc Bloch, qui a publié, alors c'est pas lui qui a publié parce qu'il a été assassiné par la milice en 1944, mais il a publié un ouvrage central, L'étrange défaite. D'ailleurs, notre camarade Annie, c'est partie des analyses de Marc Bloch pour écrire un certain nombre de ses ouvrages, comme Le choix de la défaite, L'étrange défaite, Le choix de la défaite. Et d'ailleurs, je précise par parenthèse que des historiens dits du consensus, c'est-à-dire aux ordres du pouvoir, sont en train de cracher sur Marc Bloch depuis quelques années. Et ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard parce que voici ce qu'écrit Marc Bloch, par exemple, en fait, il veut comprendre la défaite en 1940. Et à un moment donné, il dit la chose suivante. À vrai dire, que les partis qualifiés de droite, entre guillemets, il met droite, soient si prompts aujourd'hui à s'incliner devant la défaite, un historien ne saurait en éprouver une bien vive surprise. Telle a été presque tout au long de notre destin leur constante tradition. Depuis la Restauration, donc en 1815, jusqu'à l'Assemblée de Versailles, en 1871, celle qui écrase la Commune. Les malentendus de l'affaire Dreyfus avaient bien pu, à un moment, paraître brouiller le jeu, en confondant militarisme avec patriotisme. Il est naturel que les instincts profonds aient repris le dessus, et cela va très bien ainsi. Pourtant, que les mêmes hommes aient pu tour à tour manifester la plus absurde germanophobie et nous pousser à entrer en vassaux dans le système continental allemand, s'ériger en défenseur de la diplomatie à la Poincaré. Poincaré, c'était l'Allemagne paiera, il faut absolument que l'Allemagne soit saignée après la Première Guerre mondiale. Et vitupérer contre le bellicisme prétendu de leurs adversaires électoraux, c'est-à-dire les communistes, ces palinodies supposent, chez ceux des chefs qui étaient sincères, une invraisemblable instabilité mentale. Chez leurs fidèles, une insensibilité non moins choquante aux pires antinomies de l'entendement. Eh oui, on est tellement ultranationaliste qu'en réalité, on est prêt à se soumettre à son suzerain, en l'occurrence nazi à l'époque, en 1940. Donc, oui, on peut le dire, l'ultranationalisme a souvent été traître à la souveraineté nationale et populaire, tout simplement parce qu'on retrouve les antagonismes de classe. Et il n'est pas surprenant que la bourgeoisie de droite, faussement nationaliste, préfère s'entendre avec Hitler qu'avec le Front populaire en 1940. Lui, ce n'est pas une surprise. Et ça débouche sur le petit 3, à savoir la traque des patriotes et la collaboration avec les ennemis de classe. Je vais même aller plus loin. Ce n'est pas seulement la traque des patriotes, je ne vais pas revenir dessus, vous savez, collaboration-résistance, mais c'est aussi l'application d'un nationalisme mensonger et, de surcroît, biologique inspiré par une pseudo-théorie des races. Je dis bien pseudo parce que, petit point de vocabulaire là aussi quand on parle du racisme, je dis toujours aux élèves, à mes élèves, parce que bon, vous savez, pour
Un élève, le racisme, c'est j'aime pas les Noirs, j'aime pas les Arabes, machin. En fait, historiquement, le racisme a voulu s'ériger, les types qui ont voulu ériger le racisme comme une pseudo-théorie scientifique, en expliquant qu'il y a plusieurs races humaines et qu'il y a une hiérarchie raciale, une hiérarchie des races. Et ben ça, c'est justement le contraire du patriotisme, parce que le patriotisme fait fi, et d'ailleurs c'est très bien ce que disait Staline, je vous l'ai dit au début, fait fi de ces questions de race, de tribu, ou que sait-on encore. Pas du tout, parce que c'est le principe de l'égalité qui prévaut chez nous. Mais justement, pour les ultranationalistes, et c'est Zemmour, quoi, en quelque sorte, et bien voilà, en réalité, il existe des races, il existe donc une hiérarchie, une inégalité entre les races. Et c'est exactement comme ça que résonnent beaucoup essentiellement d'ailleurs les grands bourgeois, les grands aristocrates du 19e, de la première moitié du 20e siècle, et puis encore aujourd'hui, il ne faut pas rêver. Ne rêvez pas, ne croyez pas que les réflexes racialistes ou racistes n'existent pas parmi nos dirigeants, y compris les dirigeants du grand B dont on va parler, c'est-à-dire du supranationalisme. Cela existe également. Donc en fait, les ultranationalistes sont prêts à traquer les patriotes, et je donne une petite anecdote. Vous savez, quand on dit le drapeau tricolore, c'est le fascisme, c'est souvent ce qu'on entend. Il faut quand même toujours rappeler à ces gens-là que le drapeau tricolore était interdit sous l'occupation allemande. Et chanter la Marseillaise était également interdit. Il faut toujours le rappeler, ça. Il faut toujours le rappeler parce que ceux qui chantaient la Marseillaise, c'était les résistants qui mouraient sous les balles allemandes. Et ils la chantaient souvent aussi avec l'Internationale, d'ailleurs. Ceux qui brandissaient le drapeau tricolore, avec le drapeau rouge très souvent aussi d'ailleurs, mais c'était les résistants. C'était pas les collabos. Les collabos, on n'avait rien à foutre du drapeau national. D'ailleurs, ils en avaient tellement rien à foutre qu'ils étaient prêts à épouser nos drapeaux nazis, comme ont fait un certain nombre de ces collabos. De la même manière, j'insiste sur le fait que en 1871, on dit souvent, oui, ça surtout les gauchistes qui disent, oui, le drapeau tricolore, c'était le drapeau de Versailles contre la commune, le drapeau rouge. Pas du tout. Ce que souhaitait Versailles, c'était restaurer la monarchie. Versailles défendait le drapeau blanc. Et à tel point que le comte de Chambord avait refusé de devenir président de la République par la suite parce qu'il refusait le drapeau tricolore. Alors que dans la commune de Paris, il y avait le drapeau rouge, mais on trouvait, moins important en nombre, mais on trouvait quand même, les couleurs tricolores, on les trouvait. Parce que c'était le drapeau révolutionnaire de 1793, auquel on avait adjoint depuis le drapeau rouge du prolétariat international. Donc, j'insiste vraiment dessus, le nationalisme, l'ultranationalisme, c'est un faux patriotisme qui en fait dissimule une haine du genre humain. Deuxième adversaire à combattre, c'est le supranationalisme. Bon, ça, vous savez un peu plus, je pense, même le premier point, vous le saviez, je pense aussi en partie. Le supranationalisme, c'est la destruction de la souveraineté nationale et populaire. Alors, pourquoi ? Parce qu'on assiste, dans un premier temps, on assiste au dessaisissement de la souveraineté nationale et populaire. Supra, ça veut dire au-dessus des nations. Mendès France, qui n'était pas communiste, avait prononcé un beau discours le 18 janvier 1957 où il disait la chose suivante, qu'il y avait deux moyens en gros pour une démocratie de capituler. Soit s'en remettre à un dictateur intérieur, soit à une autorité extérieure qui, sous couvert de technique, en fait, va centraliser progressivement tous les pouvoirs, les dessaisir du contrôle démocratique, parce que c'est ça la souveraineté nationale et populaire, en fait. C'est le contrôle démocratique, c'est la capacité de maîtriser son destin. Et finalement, fera toute la politique. Bon, c'est ce qui se passe avec l'Union européenne. Moi, je ne vais pas forcément en dire plus, quand bien même la séance qui parlera de l'Union européenne reviendra sur des origines pas très propres, on va dire, de l'Union européenne, mais toute la construction européenne sous obédience capitaliste vise à dessaisir la souveraineté nationale et populaire, c'est-à-dire vise à anéantir les conquêtes de la Révolution française. Je tiens à rappeler d'ailleurs que, outre le fait que Jaurès déjà dénonçait cette construction européenne qui ne pouvait être qu'un césarisme monstrueux, il la dénonçait dès la fin du XIXe siècle. Il avait parfaitement compris le piège. En régime capitaliste, ça ne pouvait être qu'un césarisme monstrueux qui écraserait les revendications des travailleurs. Lénine, en 1915, a eu cette fameuse formule. Les États-Unis d'Europe sont en régime capitaliste, ou bien impossible, ou bien réactionnaire. Bon, ils sont réactionnaires. Voilà. Et puis là, on est en plein dedans, parce que ça débouche sur le 2. Ça débouche sur le petit 2. La destruction des structures nationales au service des travailleurs.
Et le dessaisissement de la souveraineté nationale populaire, il se fait à tous les niveaux, législatif, diplomatique, budgétaire, monétaire. Bon, ça, c'est l'histoire de la construction européenne, je ne vais pas insister dessus, mais c'est l'objectif fondamental. Vous savez, il faut partir du principe que nos dirigeants oligarchiques n'ont jamais accepté les révolutions. Jamais, y compris la révolution de 1789. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Macron lui-même. Peut-être cela vous avait-il échappé, mais à l'été 2015, quand il était ministre de l'économie, Emmanuel Macron avait expliqué qu'il y avait un vide dans la vie démocratique de notre pays. Et ce vide, c'était quoi? C'était qui plutôt? Le roi. Et que dans le fond, il était convaincu que le peuple français n'avait jamais voulu la mort du roi. On en est là, on en est quand même dans un niveau de réaction absolument surréaliste. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron applique parfaitement l'adage. Il cherche à véritablement confisquer la souveraineté nationale et populaire pour lui-même. C'est-à-dire que même sous Sarkozy, on n'a pas vu à un tel point quand même, à ce niveau-là. La destruction des structures nationales au service des travailleurs, écoutez, pour faire simple, à partir du moment où vous détruisez les éléments de souveraineté nationale, je prends un exemple tout bête, prenez par exemple les services publics qui au niveau européen sont appelés, enfin européistes il faudrait dire plutôt d'ailleurs, sont appelés services d'intérêt économique général. Ça veut dire quoi? La SNCF est un service d'intérêt économique général. Ça veut dire que c'est un service qui peut être géré soit par l'État, et de surcroît, la question de savoir qui est à la tête de l'État, bien sûr, on peut se poser, soit par un groupe privé. Et ça, c'est dans le droit européiste. C'est-à-dire que tant qu'on reste dans cette Union européenne, on est condamné à voir tous les services publics à être des services d'intérêt économique général, y compris l'éducation nationale, y compris EDF, GDF, y compris les hôpitaux, y compris tout ce que vous voulez. Autrement dit, les structures qui pourraient être sous contrôle national, déjà qu'elles ne sont pas beaucoup dans un régime capitaliste, national on va dire, mais alors dans un régime capitaliste supranational, alors là, terminé. Dans le cadre de l'Union européenne, les services publics, les conquêtes, les droits sociaux sont littéralement balayés. C'est le cas aussi du Code du travail. On ne va pas revenir sur ce qui s'est passé en 2016-2017, puisque Jean-Claude Juncker s'était carrément vanté d'être à l'origine de la loi chômage, pas la loi travail, mais de la loi chômage. Et la conséquence de ce supranationalisme, c'est le troisième point. C'est la création d'un espace sans frontiériste au service des forces capitalistes. Il faut vraiment insister dessus parce que, vous voyez, on en revient à ce que disait dans le fond Marx et Engels dans le manifeste. S'ériger en classe nationale. Parce que si on ne s'érige pas en classe nationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la classe nationale dominante, c'est la bourgeoisie. Or, la bourgeoisie, pour qu'elle réalise ses parts de marché maximales, elle a besoin de quoi? D'une ouverture à la concurrence, d'une ouverture, d'une disparition des frontières qui ne sont pas des barrières, mais qui sont des instruments qui peuvent permettre de réguler dans une logique de coopération. C'est aussi simple que ça. En 1936, quand il y a eu les mesures du Front populaire, le gros problème qui s'est posé, les congés payés, tout ça, le problème qui s'est posé, c'est et on finance ça comment? C'est le patronat. Et le patronat dit quoi? Et il y avait davantage de contrôle aux frontières. On envoie les capitaux en Suisse. Et que décide Léon Blum? Pas de blocage des capitaux. Pas de blocage des capitaux parce qu'il ne fallait pas faire peur aux radicaux de gauche, au centre-gauche, on va dire. La conséquence est très simple. Ça veut dire que vous ne pourrez pas financer vos mesures sociales. C'est impossible. Et à partir du moment où vous refusez de contrôler aux frontières, notamment les capitaux, vous condamnez inévitablement l'ensemble des conquêtes sociales, démocratiques pour votre population. C'est pour ça qu'ils sont pour un espace sans frontiériste. Et d'ailleurs, je rappelle qu'en mars 2012, ou février, je ne sais plus, en tout cas au début de l'année 2012, le MEDEF a publié son manifeste Besoin d'air, AIRE. On pourrait dire presque AIR aussi, mais AIRE. Eh oui, plus vous aurez un espace mondialisé sous influence capitaliste, plus vous faites éclater les frontières et plus vous assurez la totale liberté de circulation des capitaux qui échappent à tout contrôle. Voilà. Bon, et de ce point de vue, ça met fin à quoi? À la capacité de maîtriser son destin et de décider, notamment celle des classes populaires, vous vous en doutez. Et c'est en cela, et je vais terminer là-dessus, que patriotisme, l'absence de patriotisme est une maladie infantile de l'internationalisme. Si vous voulez, dans le grand A, quand j'ai parlé d'ultranationalisme, ce sont des gens qui officiellement brandissent que le drapeau tricolore, mais qui en réalité sont prêts à le jeter dans le fumier, à le sacrifier pour s'entendre avec l'ennemi. Dans le grand B,
dans le supranationalisme, on détruit. Alors, il n'y a pas de drapeau rouge, évidemment, hein, ni dans l'ultranationalisme, ni dans le supranationalisme. Mais dans le supranationalisme, on substitue au drapeau tricolore, on le remplace par le drapeau bleu avec des étoiles. Et dans ce dernier point, l'apatriotisme, eh bien, on jette le drapeau tricolore dans le fumier également, mais différemment. Pourquoi ? Parce qu'il y a des erreurs qui sont commises d'abord sur la question patriotique. C'est le premier point important. Et là, je renvoie à un fait d'actualité qui est peut-être passé inaperçu. Alors, bon, vous savez qu'Adas Kazib est l'un des animateurs et fondateurs du mouvement Révolution Permanente, une scission du NPA. Bon, on va pas revenir sur les scissions, des trotskistes, parce qu'on en aurait pour une vie entière à raconter tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que Kazib, c'est un exemple parfait de l'incompréhension du patriotisme. Il a reçu des menaces de mort récemment, parce que forcément, c'est le bouc émissaire, un des boucs émissaires préférés de l'extrême droite qui crache dessus en lui disant « t'es pas un patriote », etc. Et puis « t'es un sale arabe », etc. Enfin, le racisme classique. Mais Kazib, il faut avouer qu'il donne le bâton pour se faire battre. Par exemple, il s'est vanté récemment que dans ses meetings, il n'y avait pas de drapeau tricolore. Alors, explication, on pourrait se dire, pourquoi ? Parce que... Alors, il admet que certes, ça a été le drapeau de la Révolution. Enfin, c'est surtout le drapeau de la colonisation, de l'impérialisme, de la collaboration. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit. Autrement dit, il est tout sauf marxiste, Kazib. Il affirme être marxiste, sauf que lui, pas du tout. Il essentialise le drapeau tricolore. Et il oublie qu'au demeurant, le drapeau tricolore est une invention révolutionnaire qui a été, c'est vrai, instrumentalisé, confisqué, alors pas confisqué, mais à force ça devient une confiscation, puisque les mouvements de gauche qui défendent maintenant le drapeau tricolore, il n'y en a pas tant que ça. Ils préfèrent le drapeau bleu à étoile jaune. Eh bien, c'est vrai que ça a été instrumentalisé pour coloniser, c'est vrai que ça a été instrumentalisé même par Pétain pour faire croire que Vichy c'était la France, machin. Bon. Mais c'est pas du tout ça la base de drapeau tricolore. Et je n'insisterai jamais assez sur le fait que la Marseillaise elle-même, ça a été le premier hymne de la Russie bolchevique, c'est pas rien. Et que l'internationale, elle a été composée sur l'air de la Marseillaise. Vous voyez, donc le lien est évident. Alors, pas pour Kazib, c'est normal, hein, pour les trotskistes. Les trotskistes, d'ailleurs, si vous regardez bien, et pas que, hein, dans le passage que je vous ai lu du manifeste, ils ne retiennent que les ouvriers n'ont pas de patrie. Et ils en font un absolu. Ils figent cette phrase sans comprendre ce que racontent Marx et Engels ensuite. Apparemment, il faut se contenter de 6 mots. La conséquence, c'est qu'on se retrouve avec un internationalisme, entre guillemets, parce que ce n'est pas de l'internationalisme, sans assise matérielle précise. C'est-à-dire c'est tout le contraire de la définition qui a été donnée, que je vous ai donnée au début. Vous voyez, on boucle presque la boucle, la définition qu'en a donnée Staline, que Lénine avait d'ailleurs déjà évoquée, hein, à savoir qu'on se retrouve dans un truc abstrait où on crie vive la lutte des classes internationales. J'ai une anecdote à vous raconter à ce sujet. Ça, c'est pour des camarades qui étaient présents à la fête de l'UMA. Je crois que c'était en 2017. Alors, je sais pas, vous me confirmerez pour la date. Hein. Bon, de toute façon, je crois que Jean-Claude était là, notamment. J'étais là aussi. Notre stand, le stand du PRCF, était à côté de celui du NPA. Dire qu'on a passé un bon week-end. Et à un moment, je crois que c'était le dimanche. Ouais, c'était le dimanche. On organisait notre débat internationaliste. Bon. Et le NPA fout du Britney Spears à fond, hein, Free Britney avant l'heure. Et à un moment donné, nous, on commence à aller leur demander s'ils peuvent baisser un peu le son, parce qu'on aimerait bien tenir notre meeting. Et le meeting internationaliste avait eu lieu la veille, pardon. Et en fait, on arrive, et à un moment, une première fois, ils acceptent de baisser, puis on remonte le son, on va les revoir. Et en voulant arriver sur leur stand, il y a un type, là, il commence à se positionner devant nous, il fait « Tu vois ça ?» Alors ça, c'est la frontière. Bon, vous êtes pour les frontières. Et ce qui était intéressant, c'est que lui, il se présentait comme le gars internationaliste, machin, et dans leur stand, si je parle avec les critères trotsko, identitaro, sociétaux, ce que vous voulez, vous savez, les blancs, les noirs, les machins, il n'y avait que des petits bourgeois blancs. Ils étaient entre petits bourgeois blancs. Et nous, notre stand, tout le week-end, comprenait des camarades coréens, polonais, maliens, je crois qu'il y avait même des États-Unis. Enfin, je veux dire, il y avait vraiment l'international chez nous. Et pourtant, on mettait bien tous les drapeaux nationaux, y compris celui de la France d'ailleurs.
Donc vous voyez, cet internationalisme sans assise matérielle, en fait, c'est du vent, c'est creux, ça n'a aucun sens. Et les conséquences, et je vais terminer là-dessus, c'est malheureusement le renforcement du supranationalisme et de l'ultranationalisme. De l'ultranationalisme parce qu'un gars comme Kazid, inacceptable, les menaces de mort à son encontre, la question ne se pose même pas, mais il fait le lit, objectivement parlant, il fait le lit de l'extrême droite, qui en plus dès lors peut se poser comme fausse, on l'a vu, faux défenseur du patriotisme. Ce n'est pas le cas. Zemmour en a rien à foutre de la souveraineté de la France. Ce n'est pas le seul. Le Pen ne veut sortir ni de l'euro, ni de l'UE, etc. Encore une fois, historiquement, l'extrême droite n'a jamais été défavorable à une soumission de la France vis-à-vis notamment de l'impérialisme prussien, on va dire. Et puis ça renforce le supranationalisme. Parce que l'on pense par exemple à nos amis de lutte ouvrière qui avaient quand même réussi l'exploit d'appeler à l'abstention en 1992 au moment du référendum sur le traité de Maastricht en disant bon, ça on s'en fout, de toute façon la nation c'est un truc bourgeois, le traité de Maastricht on s'en fout, ce qui compte c'est la lutte des classes. Ouais. 30 ans après, j'espère que vous appréciez le résultat de ce fantastique calcul, de cet appel. Il faut rappeler quand même que le traité de Maastricht, il est passé à peine 51%. Rien ne dit que si lutte ouvrière n'avait pas fait une vraie bataille auprès des travailleurs, rien ne dit que le non n'aurait pas gagné peut-être en 1992. Donc vous voyez que finalement, lorsque l'on est, je terminerai là-dessus, sur ce triple piège, vous remarquerez que dans un premier cas, c'est le drapeau tricolore surmis en avant, mais qui en fait ne débouche que sur une soumission très généralement. Dans un deuxième cas, ni drapeau tricolore, ni drapeau rouge, mais plutôt le drapeau bleu à étoile. Et dans le dernier cas, un drapeau rouge qui en fait dérive progressivement vers un drapeau aussi bleu à étoile. À noter que les ultranationalistes aussi, puisque Zemmour ne veut pas quitter l'Union. Voilà, écoutez, j'espère que ce que je vous ai dit n'aura pas été trop compliqué, pas trop complexe, pas trop théorique. J'ai essayé de donner le plus d'exemples historiques possible et je vous remercie pour votre écoute. Les militants du PRCF se forment car, comme disait Lénine, sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire.